Je m'appelle Madison Carter, j'ai 32 ans. J'étais la jeune fille d'une petite ville assise tranquillement à la table de mes beaux-parents, écoutant la mère de mon mari critiquer ma façon de tenir un verre de vin. J'étais l'épouse en retrait de sa propre vie, faisant semblant de ne pas remarquer les messages douteux sur le téléphone de mon mari, feignant d'être heureuse dans une demeure qui ne m'a jamais semblé être la mienne. Et aujourd'hui, assise dans une salle d'audience pour un divorce, je regardais l'homme qui m'avait promis de me protéger rire en signant les papiers en disant « Bonne chance pour ton retour au Nebraska. Le métier de serveuse pourrait te convenir. » Il n'en avait aucune idée. Avez-vous déjà été sous-estimé par la personne que vous aimiez si profondément qu'elle croyait sincèrement que vous ne pouviez pas vous débrouiller seul? Laissez un commentaire si vous avez déjà été rejeté, trahi ou mise à l'écart pour finalement devenir celle qui réécrit toute l'histoire. J'aime, abonnez-vous à la chaîne et restez avec moi, car la suite a fait en sorte qu'il ne rit plus jamais. J'ai grandi dans une petite ville du Midwest où le chant du coq résonnait encore au réveil et où les gens s'appelaient par leur prénom, et non par leur titre professionnel. Mon père était mécanicien. Ma mère travaillait comme bibliothécaire à la bibliothèque municipale. Nous étions toujours à court d'argent, mais jamais à court de décence ni de fierté. J'ai étudié dur, non pas pour me démarquer, mais parce que je savais que c'était le seul moyen de quitter cette ville que j'aimais, mais où je ne pouvais pas rester éternellement. Grâce à une bourse complète, j'ai pu m'installer à New York, la ville que je n'avais vue que sur des cartes postales. J'ai étudié l'économie à l'université de New York, travaillé à temps partiel dans un café près du campus, mangé plus de nouilles instantanées que de légumes et griffonné des plans de finances personnelles dans un carnet à la reliure cassée. Je n'avais rien d'extraordinaire, mais j'avais de l'ambition et je croyais mériter une vie meilleure. J'ai rencontré Brandon Carter au printemps de ma 3e année lors d'un séminaire de finance organisé par le Brookfield Institute. C'était l'orateur principal, un ancien élève de Harvard et le fils unique de la famille Carter, un nom que tout le monde connaissait dans le monde de l'investissement à Manhattan. Brandon est entré dans ce séminaire comme s'il était né pour être admiré. Cheveux bruns soigneusement peignés, costume gris parfaitement coupé, chaussures en cuir impeccables. Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Les gens se taisaient automatiquement lorsqu'il parlait. Mon partenaire d'études dans mon équipe, Andrew, qui avait également conçu mon coach, n'avait jamais vraiment réalisé sa valeur. Les gens se taisaient automatiquement lorsqu'il parlait. Je me souviens encore de la première fois où Brandon m'a remarqué. Pendant la séance de questions-réponses, j'ai levé la main et lui ai demandé si le modèle de coût d'opportunité qu'il avait mentionné était pratique. Toute la salle s'est retournée, comme si elle n'arrivait pas à croire que la fille au pull usé ait osé questionner quelqu'un comme Brandon. Après la séance, j'étais sur le point de m'éclipser discrètement lorsqu'il s'est approché de moi. Il m'a regardé, mi-curieux, mi-amusé. Intelligent, a-t-il dit, mais sans élégance. Laissez-moi vous aider à briller. Sur le moment, j'ai cru que c'était un compliment. Maintenant, je comprends que c'était le premier signe. Brandon ne me voyait pas vraiment. Il voyait un croquis inachevé qu'il croyait pouvoir repeindre à son image. Nous avons commencé à nous voir souvent. Brandon m'invitait à prendre un café, puis à dîner dans des endroits où je n'avais jamais osé mettre les pieds. Il commandait toujours pour moi, m'expliquait les vins, ajustait délicatement le dos de mon manteau s'il était décentré. Au début, j'ai pensé que c'était de la prévenance. Plus tard, j'ai compris que c'était du contrôle. Brandon adorait parler de sa famille, son grand-père, fondateur du plus grand fonds d'investissement immobilier du Nord-Est. Sa mère, une philanthrope renommée. Son père, conseiller financier de plusieurs sénateurs. Il parlait avec enthousiasme, mais toujours avec un message tacite. Je ne venais pas de ce monde. Mais il m'accordait un accès, une belle forme de condescendance. Je me demandais, m'aimait-il vraiment ou n'étais-je qu'une fascination passagère? Une fille qui se démarquait parce qu'elle ne lui convenait pas. Mais quand Brandon a semblé fier de moi pendant que j'analysais un graphique boursier, quand il est resté éveillé à m'écouter parler de mon rêve de créer une société financière pour femmes, j'ai cru. Je croyais sincèrement que même si nous ne commencions pas sur un pied d'égalité, l'amour pouvait tout rendre juste. J'ai obtenu mon diplôme avec mention. Brandon m'a emmené fêter ça dans un bar sur un toit terrasse surplombant Manhattan. Ce soir-là, il m'a offert un petit écrin de velours bleu, non pas une bague, mais une montre vintage, gravée à mon nom au dos. Tu mérites mieux qu'une Casio, a-t-il plaisanté. J'ai ri, cachant la petite douleur qui m'envahissait. Plus tard, j'ai reçu une offre d'emploi d'une succursale d'une société d'investissement en Arizona. J'allais refuser, mais Brandon m'a encouragé à y aller.
C'est un marché émerge. Tu auras plus d'opportunités sans l'ombre de New York. Il m'a dit, j'ai quitté New York avec l'amour et sa promesse de me suivre bientôt. Brandon est arrivé en Arizona 3 mois plus tard avec une bague et une demande en mariage sous les lanternes volantes du festival de Sedona. J'ai dit oui en larmes. À l'époque, je me suis dit que je devais vraiment avoir de la chance. Une jeune fille du Nebraska, financée par une bourse, sur le point d'épouser un homme envié. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que quelque part dans le regard de Brandon, ce qui restait n'était pas l'amour, mais une fierté patriarcale. Comme si j'étais sa création. Madison, m'a-t-il dit un jour en portant une robe à fleurs que ma mère m'avait envoyée de chez elle. Tu devrais essayer quelque chose de plus classe. Tu es trop élégante pour t'habiller comme une caissière. J'ai ri, et j'ai aussi ri lorsqu'il m'a gentiment suggéré d'envisager de prendre du recul par rapport au travail pour me concentrer sur mon rôle d'épouse. Sa carrière entrait dans une phase critique. J'ai ri parce que je ne savais pas encore dire non, parce que je croyais encore que peut-être. Il voulait ce qu'il y avait de mieux. Mais avec le recul, chacune de ses remarques, chaque fois qu'il ajustait ma coiffure, chaque insulte subtile déguisée en flatterie était autant d'avertissements. Le seul drame, c'est que je n'étais pas assez lucide à l'époque pour comprendre que parfois l'amour ne sauve pas. C'est comme ça qu'il vous fait oublier qui vous êtes. Notre mariage a eu lieu début octobre, entouré de rangées d'arbres qui commençaient à dorer, dans un complexe hôtelier de luxe à Sedona. Le ciel était clair, la brise légère, le décor parfait, comme dans un film romantique. Je portais une robe classique en dentelle blanche et marchais dans une allée parsemée de pétales de roses personnellement sélectionnés par Hélène, ma belle-mère, parmi une liste de 3 fleuristes agréés selon les normes Carter. En entrant dans la chapelle, Hélène s'est penchée vers un parent et a murmuré, « Brandon aurait pu épouser une vraie Iris, mais je suppose qu'elle fera l'affaire. » Je l'ai entendu et j'ai fait comme si de rien n'était. On parlait toujours de moi comme si j'étais la dernière alternative acceptable. Intelligente mais provinciale, instruite mais manquant de talent. Mon pédigré. Brandon jouait toujours le rôle du mari gracieux, ajustant ma traîne, souriant en me tenant la main devant les invités, m'embrassant doucement sur le front avant de monter sur scène pour parler. Mais son regard portait toujours le même message, sois reconnaissante. Après le mariage, nous avons emménagé dans la propriété de Brandon à Scottsdale, en Arizona. Une maison de près de 850 mètres carrés, des sols en marbre, des plafonds de plus de 7,5 mètres de haut, des portes vitrées donnant sur une piscine et un jardin de cactus méticuleusement entretenu. Tout était parfait. Chaque détail respirait l'élégance, conçu pour impressionner, mais si froid que je n'osais pas enlever mes chaussures sur le marbre. J'ai accroché quelques tableaux que j'adorais. Des tons chauds, des huiles peintes à la main, souvenirs de voyages d'études. Brandon les a retirés le lendemain. Ils ne vont pas avec la décoration, a-t-il dit. On n'est plus dans une résidence universitaire, Madison. J'ai demandé à garder un petit tableau dans un coin de la salle de lecture. Brandon a acquiescé, mais la semaine suivante, il avait disparu. Je savais qu'il était perfectionniste. Je le pensais. Il était motivé, raffiné, responsable de ce qu'il construisait. Mais plus je vivais avec Brandon, plus c'est devenu clair. Son style n'était pas une question d'expression. C'était une question de contrôle. Et peu à peu, je n'avais plus ma place dans cet espace. Brandon ne m'a pas demandé de quitter mon travail juste après le mariage. Il m'a juste gentiment suggéré de travailler de chez moi. Trouve quelque chose de simple, comme de la comptabilité en freelance ou ce que tu aimes. Pas besoin de travailler 8 heures par jour juste pour gagner un peu d'argent. Je me souviens encore avoir ri. Brendan, j'aime travailler. J'aime la sensation de me débrouiller seul. Il n'a pas protesté. Il a juste haussé légèrement les épaules. Je ne suis pas contre, mais ne te laisse pas distraire du rôle principal. Le rôle principal. J'ai compris ce que c'était que d'être une épouse. Être l'épouse de Brandon Carter. 3 mois plus tard, j'ai démissionné. Non pas parce que Brandon m'y a forcé, mais à cause des dîners tardifs qu'il refusait de prendre. Ces petits coups de poignard déguisés en attention. Tu as l'air fatigué. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de travailler autant? Et moi j'étais fatigué. Fatigué d'essayer de concilier travail, événements familiaux et attentes inexprimées de mon mari. J'ai commencé à rester plus souvent à la maison, à planifier les repas, à commander des fleurs de saison, à apprendre le golf pour suivre le rythme des épouses de ses collègues.
J'ai appris à me taire face au jugement. J'ai appris à garder un visage neutre lorsque ma belle-mère lançait des insultes indirectes déguisées en inquiétude. Madison, tu devrais étudier davantage l'art, m'a-t-elle dit un jour au déjeuner. À ton âge, la fille de Beaumont avait déjà une exposition personnelle à Florence. J'ai siroté mon thé et j'ai souri. Je pense que Florence adorerait les tableaux que tu as choisis pour notre salon. Elle n'a pas apprécié cette réponse. Mes amis, ceux qui m'envoyaient des SMS à mon arrivée, sont progressivement devenus silencieux. J'ai arrêté de répondre à leurs invitations, j'ai raté leurs anniversaires, j'ai zappé les anciennes sorties en groupe. Non pas par manque de volonté, mais parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus important. Un gala de charité, un dîner en présence des médias, un déjeuner avec les épouses de PDG auquel je devais assister pour préserver notre image. La dernière fois que j'ai parlé à ma mère, elle m'a demandé doucement au téléphone. « Ça va, Maddy ? Je n'entends plus ton rire. » J'ai répondu, « Je vais bien, maman. » Tout est là. Elle est restée silencieuse, puis a dit doucement, « Tout est là, mais toi ?» J'ai marqué un long silence avant de changer de sujet. Les repas sont devenus des rituels. Brandon rentrait tard, invoquant souvent les réunions. Les dîners que je préparais étaient dégustés seuls dans une salle à manger spacieuse, entre deux grandes bougies et des couverts en argent. Du poisson poêlé que j'avais passé 2 heures à apprendre sur YouTube. Personne ne le complimentait. Personne ne posait de questions, personne ne s'en souciait. Parfois, j'entendais Brandon au téléphone dans son bureau. Son ton était même froid. Rien à voir avec sa façon de me parler. Sa façon d'appeler quelqu'un, bébé. Sa façon de s'arrêter quand je passais. J'ai commencé à me lever plus tôt, non pas pour préparer le petit déjeuner, mais pour passer 1 heure sur le balcon à l'arrière, à regarder le soleil filtrer à travers les arbres. C'était le seul moment où je me sentais encore une vraie personne. Un après-midi, alors que je rangeais ma bibliothèque, j'ai retrouvé le vieux carnet que j'utilisais à l'université pour planifier mes finances personnelles. La couverture était froissée, l'écriture était effacée, il manquait quelques pages. Mais quand je l'ai ouvert et que j'ai vu les chiffres, les objectifs, les notes pleines d'espoir d'une jeune fille de 20 ans, j'ai fondu en larmes. Non pas de nostalgie, mais de prise de conscience soudaine. Je m'étais perdu sans même m'en rendre compte. Ce soir-là, la pluie s'est abattue sur Scottsdale, un orage rare hors saison, d'une rapidité fulgurante, me forçant à tirer les rideaux tandis que l'eau s'abattait sur le balcon. Brandon m'a envoyé un texto pour me prévenir qu'il serait en retard. La réunion a duré longtemps, une phrase que je connaissais par cœur comme une prière du soir. J'ai décidé de ranger son bureau, toujours dans un désordre calculé. Des documents financiers empilés, des stylos de luxe positionnés à des angles précis pour que Brandon les remarque s'ils étaient dérangés. Je n'avais aucune raison d'être là. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, je voulais me sentir proche de la version de Brandon que j'avais connue. Celui qui, un jour, me demandait mon avis sur tout, même sur les actions à acheter avant les rapports trimestriels. J'ai épousseté le bureau, récupéré quelques contrats sous la chaise. En ouvrant le tiroir du bas, généralement rempli de papier et de toner pour imprimante, j'ai trouvé une enveloppe couleur crème. Pas de cachet de la poste, pas d'adresse, juste des mots manuscrits. Sophie sans parfum. Je me suis figé. Il fut un temps où je faisais tellement confiance à Brandon que s'il disait que le ciel était vert, je levais les yeux pour vérifier. Mais à cet instant, mon intuition refusait d'être ignorée. J'ai ouvert la lettre. De l'encre sur du papier coûteux, bleu foncé, soigneusement aligné. La façon dont Brandon présentait toujours ses idées lors des réunions du conseil d'administration, mais le contenu n'était pas un argumentaire. C'était une confession truffée de promesses. Je sais que tu es frustré. Je n'ai pas tenu parole. Tu mérites la clarté, pas des excuses. Madison ne se doute toujours de rien, mais je ne peux pas continuer à te mentir. Encore un peu de temps. Je lui parlerai après le voyage de la semaine prochaine. Tu sais que je ne suis pas du genre à faire des promesses en l'air. Je t'ai choisi, Sophie. Je te choisis toujours. J'ai posé la lettre sur le bureau, les paumes glacées. Un nom, une promesse inachevée. La preuve que mon silence dans ce mariage n'était pas le fondement de la paix. C'était un espace où quelqu'un d'autre avait pénétré. Je suis resté assise dans son bureau pendant près d'1 heure, à fixer le reflet de ma silhouette floue sur la paroi vitrée. J'avais l'impression qu'on me coupait l'herbe sous le pied. Le soir,
Brennan est rentré comme d'habitude, a desserré sa cravate, m'a embrassé sur le front et m'a demandé ce qu'il y avait à dîner. Je l'ai observé attentivement, les petits plis autour de ses yeux, sa légère posture après une longue journée. J'ai commencé à l'observer, non pas avec la fureur d'une épouse trahie, mais avec la lucidité de quelqu'un en quête de vérité. Brandon avait une habitude bien ancrée. Tous les jeudis soirs, il assistait à une réunion du groupe stratégique, qui se terminait toujours après 21h. J'ai vérifié son emploi du temps. Il n'y avait pas de groupe de ce genre. J'ai passé en revue tous ses récents voyages d'affaires. Il était allé à Santa Fe, Albuquerque, parfois à Denver. Mais étrangement, il n'y avait aucun document de projet lié à aucune de ces villes sur le disque partagé de son entreprise, un système auquel j'avais encore accès grâce à un ancien identifiant qu'il m'avait fourni lorsque j'aidais à la comptabilité d'un événement caritatif. J'ai documenté chaque lieu, chaque date, chaque mot qu'il a prononcé. Je n'avais pas encore de preuves concrètes, mais les pièces du puzzle formaient une image que je ne voulais pas voir. Le point culminant a été atteint un vendredi soir. Brandon est rentré tard, emportant avec lui l'odeur d'un parfum que je ne reconnaissais pas doux, piquant, indéniablement féminin, le genre qui persistait dans notre chambre jusqu'au lendemain matin. J'ai fait semblant de dormir. Lorsqu'il s'est allongé à côté de moi, je lui ai tourné le dos et, dans un murmure presque inconscient, il a murmuré « Bonne nuit, sauf ». J'ai retenu mon souffle. Il est resté silencieux. Aucun de nous n'a prononcé un mot dans cette pièce ce soir-là. 3 jours plus tard, je l'ai retrouvé. Sophie Elfo a nommé Sophie Langlais, avocate spécialisée en droit financier pour l'entreprise familiale de Brandon depuis qu'il était encore en école de commerce. Elle avait 4 ans de plus que moi et était apparue un jour à une fête de Noël des Carter lors de ma première visite à la maison avec Brandon. Elle se tenait à côté d'Hélène et elles ont beaucoup ri toutes les deux. Quand je me suis approché, Sophie m'a serré la main comme si elle interviewait une candidate sous-qualifiée. Je me souviens clairement qu'Hélène s'est retournée et a dit « Madison ». Le père de Brandon mentionnait souvent Sophie, intelligente, perspicace et très appréciée de la famille. J'ai souri poliment, mais au fond de moi, quelque chose s'était déjà hérissé lors de cette première rencontre. Maintenant, je comprenais. Cela ne s'est jamais arrêté. J'ai commencé à suivre les déplacements professionnels de Sophie sur LinkedIn, les notes internes et les documents de l'entreprise. Chaque endroit que Brandon prétendait visiter, Sophie y était également passée la même semaine. Ces coïncidences étaient si fréquentes qu'on ne pouvait pas les prendre pour du hasard. Mais je n'ai quand même affronté personne. Je n'étais pas prête. Non pas par peur de perdre Brandon, mais par crainte de ne pas avoir assez pour partir sans devenir instable, jalouse et dramatique. Et je savais que quelqu'un comme Brandon ne lâcherait pas facilement prise. Pas quand son statut, son image et son réseau professionnel exigeaient une épouse raffinée à ses côtés. J'avais besoin de plus qu'une lettre sans parfum. J'avais besoin de la vérité et d'un plan discret et réfléchi. J'ai préparé du thé comme toujours, je l'ai porté à l'étage, j'ai posé mes doigts sur l'anse de la tasse tandis que Brandon entrait et annonçait qu'il s'envolerait pour Denver ce week-end. J'ai souri et hoché la tête. Tu devrais apporter un manteau supplémentaire. La dernière fois, il faisait froid comme un dingue. J'ai laissé passer la remarque comme si elle ne signifiait rien, comme si j'ignorais que Denver était le code pour désigner l'endroit où Sophie avait un bureau satellite. Le samedi suivant, après que Brandon eut quitté la maison à 7h du matin, je suis entré dans le petit bureau du sous-sol, celui qui était autrefois une salle de yoga oubliée. J'ai peint le mur blanc en beige doux, nettoyé un vieux bureau, installé un ordinateur personnel et épinglé un post-it au-dessus. Commencez doucement. J'ai enregistré une SARL sous le nom de Monsieur Lane Financial Advisory. Lane étant le nom de jeune fille de ma mère. La femme qui gérait seule le budget familial pendant que mon père était au chômage pendant 2 ans. La SARL a été enregistrée dans le Delaware par l'intermédiaire d'un service tiers, sans aucun lien avec Scottsdale. Aucune adresse email ni numéro de téléphone ne m'a jamais permis de m'identifier. Le financement de démarrage provenait d'une partie de l'argent de poche que Brandon me versait chaque mois, une somme qu'il appelait « budget familial », comme s'il parrainait une œuvre caritative. J'ai utilisé $800 pour ouvrir un petit compte de courtage divisé en 3 parties, des actions du secteur de la santé, des ETF à long terme et une start-up spécialisée dans la santé des femmes, axée sur la ménopause. Fondée par une infirmière du Minnesota, j'en ai entendu parler dans une newsletter d'investissement spécialisée. Le jour, je restais l'épouse de Brandon, participant à des déjeuners caritatifs, distribuant des muffins aux voisins,
concrétisant l'image de ma belle-mère, une figure sociale élégante et respectée. Mais chaque soir, lorsque la maison était silencieuse et la porte de la chambre fermée, je devenais quelqu'un d'autre. J'ai suivi des cours en ligne sur le droit du mariage au Tennessee, en Californie et en Arizona. J'ai consigné toutes les règles concernant le partage des biens, les exemptions de biens propres et la clause d'anonymat du contrat de mariage. Brandon a un jour vaguement mentionné, je l'ai trouvé et j'en ai imprimé 3 exemplaires. J'ai aussi découvert une communauté dont j'ignorais l'utilité. Sur un forum privé, j'ai rencontré des femmes comme moi, celles qui sont financièrement contrôlées par leur mari bienveillant. Une femme, Emily P., m'a envoyé un message tard dans la nuit. Chaque fois que je pose des questions à mon mari sur nos comptes d'investissement, il me répond, c'est trop compliqué pour que tu comprennes, mais je suis expert comptable. Tu y crois? Nous avons commencé à discuter. J'ai aidé Emily à auditer l'intégralité de son plan financier et j'ai découvert que son mari avait utilisé son nom pour contracter des prêts immobiliers risqués. Je l'ai guidée dans les démarches juridiques, comment se retirer sans se ruiner. Elle m'a envoyé un courriel plus tard. Personne n'a jamais cru en moi comme toi. Merci, Anlan. Tu es une lumière. D'une cliente, j'en ai eu 3, puis 6. Je n'ai pas fait de publicité. Je n'ai pas fait de promotion. J'ai simplement fait le travail suffisamment bien pour que chaque femme en recommande une autre. J'ai reçu des paiements sur mon compte professionnel, déguisant les frais en petites dépenses ménagères, meubles, commandes de gâteaux pour des événements entre amis. Brandon ne se doutait de rien. Tu t'occupes bien, hein? Me dit-il un soir en me voyant rédiger un rapport client. J'admire ta diligence. Cela te donne de la profondeur. Merci. J'ai souri. J'apprends à investir sur le long terme. Je ne mentais pas. J'investissais en moi-même, dans un avenir que Brandon ne pouvait ni toucher, ni contrôler, ni évaluer. Je travaillais tard le soir à suivre chaque dollar, chaque changement de règles fiscales, chaque clause des contrats que j'examinais pour les clients. Révolutionner les transactions financières grâce à l'IA. J'ai épluché les documents, analysé les flux de trésorerie, repéré des signes de manipulation de données et renvoyé une évaluation détaillée dans les 36 heures. Vanessa m'a appelé, d'une voix plus basse que d'habitude. Tu n'es pas doué, Madison. Tu construis quelque chose de grand, n'est-ce pas? Je ne veux pas passer le reste de ma vie à être la seule femme dans la pièce et à m'attendre à me taire juste pour mettre les autres à l'aise. Elle a ri, d'un rire franc cette fois. Bienvenue dans l'équipe. À partir de ce jour, j'ai commencé à travailler avec Vanessa. Chaque semaine, je lui envoyais 3 ou 4 analyses approfondies, accompagnées de recommandations d'ajustement des investissements. Certaines se sont transformées en stratégies immédiates. D'autres ont suscité des débats avec l'équipe d'investissement principale. Mais surtout, j'entrais dans un monde que Brandon pensait que je ne pourrais jamais comprendre. Je lui ai dit que je me rendrais à Tucson ce week-end-là pour un sommet sur le développement des entreprises féminines. Tu semblais distraite, comme si tu calculais quelque chose. Bien. Tu devrais élargir ton réseau. Ces choses-là te vont bien. Je n'ai pas dit que le sommet avait été annulé. Je n'ai pas dit que la valise que j'avais préparée la veille ne contenait que quelques pyjamas et un carnet. J'avais besoin que Brandon croie que je partais loin. Plus il en était certain, plus il serait imprudent. J'ai loué un appartement temporaire à 10 minutes de chez moi. La semaine précédente, j'avais installé un mini-système de caméras dans toute la maison, contrôlé par une application sans fil. Une dans le salon, une dans la cuisine, une cachée dans un vase en céramique dans le couloir du 2e étage, face à la porte de la chambre. Je n'espérais pas surprendre quelque chose d'explicite. J'avais juste besoin d'une preuve que mes soupçons n'étaient pas inventés, l'homme qui m'avait autrefois tenu la main et promis une vie décente se servait de moi comme d'un accessoire pour soigner son image. Samedi, j'ai quitté la maison tôt, j'ai fait un tour en ville en voiture, puis je suis retourné à l'appartement temporaire. Je n'ai pas touché à mon téléphone pendant 3 heures. Pas d'écran, pas de SMS, pas d'appel. J'ai pris un café seul. J'ai noté quelques pensées dans mon carnet. En début d'après-midi, mon téléphone s'est allumé. Alerte mouvement. Caméra du couloir du 1er étage. La porte s'est ouverte. Brandon est entré. Sophie m'a suivi. J'ai ouvert la vidéo du salon. Sophie a enlevé son manteau, ses cheveux blonds soigneusement attachés, sa robe ajustée avec assurance, ses pas tranquilles. J'ai cru qu'elle était vraiment partie,
a dit Sophie en posant son sac à main sur le canapé. Brandon a ri, a dégrafé sa montre et s'est dirigé vers le bar pour se servir 2 verres de vin. Elle l'a fait. C'est une gentille fille. Elle ne se doute de rien. Sophie a haussé un sourcil. Tu vis toujours sous le même toit qu'elle, et tu m'as ramené ici. Brendan s'approcha et lui tendit un verre. Écoute, Madison est le genre de femme qui vit pour les apparences. Elle ne fera pas de scandale. Il faut juste que je conserve cette image de mari idéal pendant quelques mois encore, pour le prochain cycle de subventions aux médias. Après, ce sera fini. Tu l'as dit le mois dernier. Sophie insista. Brendan soupira. Tu ne comprends rien aux médias, sauf. Les gens raffolent des mariages réussis. Ils détestent les drames. Si j'annonce un divorce maintenant, toute la campagne de financement humanitaire menée par mon fonds familial exploserait. Je ne peux pas laisser ça gâcher l'introduction en bourse de Carter Equity. Je restais figé, les doigts enfoncés dans la coudoir du canapé provisoire, les lèvres pincées pour ne rien entendre. Sophie s'appuya sur la coudoir inclinée vers Brandon. Et moi alors? Toujours la femme de l'ombre? Brandon s'approcha et posa une main sur son dos. Plus que quelques semaines, promis. Tu crois que j'aime faire semblant d'être un mari aimant? Parfois, j'avais l'impression que tu commençais à croire en tes propres actes. Brandon rit doucement, la voix basse. Elle ne te fait pas le poids, sauf. Elle a été major de sa promotion. Certes, mais elle construit sa vie sur des idées futiles. Sans réel pouvoir. Le genre de femme qu'on peut modeler, rendre présentable et, surtout, commode. J'ai sauvegardé les images, toute la conversation, et je les ai sauvegardées sur 3 disques durs distincts. L'un devait être envoyé par email à l'avocat spécialisé en divorce que j'avais consulté. L'autre, je l'ai gardé sous clé dans un coffre-fort, et l'autre, j'ai imprimé la transcription et l'ai soigneusement classé dans un dossier juridique intitulé « Tout ce qu'il pensait que j'ignorais ». 3 jours plus tard, j'ai invité Brandon à dîner à la maison. Une soirée calme et tranquille comme il y en avait eu 100 auparavant. J'ai cuisiné son plat préféré, du cabillaud au beurre et au citron avec un risotto aux champignons sauvages. J'ai servi du Bordeaux, le même qu'il choisissait toujours, et j'ai porté la robe en maille crème que sa mère avait un jour complimentée comme étant élégante, n'est-ce pas, pour une belle fille Carter. Brandon était joyeux. Il pensait que j'étais encore la Madison qu'il pouvait contrôler. Au milieu du repas, j'ai déposé une enveloppe jaune sur la table. À l'intérieur se trouvait la transcription de la conversation et une lettre officielle de mon cabinet d'avocat demandant l'ouverture d'une procédure de divorce. Brandon l'a ouverte et lue. Son visage est resté inchangé pendant les 20 premières secondes. À la 3e ligne, ses yeux se sont levés brusquement, et lorsqu'il a tourné la page, il a vu la phrase « Elle n'est pas de taille pour toi, sauf » était imprimée en gras. J'ai vu quelque chose dans son expression pour la première fois. De la peur. Qu'est-ce que tu comptes faire de ça? A-t-il demandé d'une voix rauque. Ça dépend de toi, ai-je répondu. Si tu veux te battre, j'en ai d'autres. Si tu veux une fin tranquille, signe. Brandon est resté immobile, sa fourchette figée en l'air, comme s'il n'arrivait pas à croire que moi, l'épouse obéissante qu'il pensait avoir modelée, j'avais retourné le plateau sans un bruit. Je me suis levé et j'ai débarrassé la table comme si de rien n'était. J'ai vu son dos commencer à s'affaisser légèrement, comme si le poids de sa fierté, porté pendant tant d'années, commençait enfin à s'effriter couche par couche. 3 jours après que Brandon eut reçu les papiers du divorce, le premier article parut. Le titre du Nashville Weekly, The Lifestyle Magazine, ma belle-mère, disait « Lire chaque dimanche matin, la jeune épouse du PDG du groupe Carter demande le divorce en raison d'un traitement pour troubles mentaux. » En dessous, une photo de moi à un événement caritatif. Mon visage, saisi en plein clignement des yeux, paraissait fatigué et distant. L'histoire était soigneusement ficelée. J'étais sous la pression des attentes sociales, montrant des signes d'épuisement professionnel après des années de retrait de ma carrière, peut-être affecté par une dépression non diagnostiquée. Pas un mot ne mentionnait la liaison. Pas une ligne ne mentionnait l'enregistrement. Rien sur mes droits financiers. Brandon n'a pas parlé à la presse. Il avait des gens pour ça. Sur les forums d'investissement, quelques comptes anonymes ont commencé à divulguer des informations privilégiées. Madison Carter était une épouse instable et jalouse qui essayait de contrôler les finances de son mari. Une femme d'une petite ville, éblouie par la grande vie, qui a fini par se perdre. J'ai tout lu.
Je n'ai rien raté. Mais je n'ai pas réagi, car je savais que si je réagissais maintenant, il m'entraînerait exactement là où il le voulait dans la boue émotionnelle. J'en ai profité pour constituer une équipe. Rebecca Goldman a été la première, une avocate spécialisée en divorce de renom basée à Phoenix, connue pour sa froideur, sa précision et son invincibilité. Lorsqu'elle acceptait une affaire, elle ne me posait qu'une seule question lors de notre premier rendez-vous. Veux-tu t'en sortir proprement ou veux-tu qu'il paie? Je veux récupérer exactement ce que j'ai construit, et je veux m'assurer qu'il n'utilise plus jamais une autre femme comme il m'a utilisé. Rebecca a sorti un épais contrat et l'a signé sur le champ. La deuxième personne que j'ai rencontrée était quelqu'un avec qui je n'aurais jamais pensé collaborer, David Langlais, l'ex-mari de Sophie. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au 32e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville. David portait une chemise grise, manches retroussées, cravate desserrée. Il est entré, m'a jeté un coup d'œil, sans me serrer la main tout de suite. « Je ne suis pas venu ici pour parler de Sophie, » a-t-il dit. « Je ne suis pas venu ici pour l'écouter non plus, » j'ai répondu. « Alors pourquoi travaillons-nous ensemble ? » « Parce que nous croyons tous les deux au même genre de personne, » dis-je, tenant son regard. Et nous étions tous les deux trahis de la même manière. David était un consultant financier principal dans un réseau qui s'étend des entreprises technologiques aux bureaux familiaux les plus discrets de l'État. Il a été le premier à me montrer quelques comptes cachés sous le nom de Brandon. L'un étant un portefeuille de stock au Luxembourg, enregistré dans les initiales. J'ai remis que David a vérifié des copies des anciens documents d'autorisation que j'avais signés, des papiers que je ne réalisais pas à l'époque étaient utilisés pour canaliser de l'argent grâce à mon nom. David a fait un sourire amer. Tu sais quoi? Les gars comme lui pensent toujours que les femmes comme vous sont trop occupées à choisir des couleurs de rideaux. Ils ne pensent pas que vous êtes assez vif pour vous souvenir de chaque numéro de courtage. C'est parce qu'ils confondent les femmes silencieuses avec des femmes stupides. Rebecca, David et moi sommes devenus un triangle calme mais mortel. Rebecca a manipulé l'égal. David a suivi les finances et je connaissais Brandon mieux que quiconque. Je savais comment il avait construit ses feuilles de calcul, comment il a masqué de passer ses frais de conférence, comment il a écrit les noms de comptes à la main pour éviter de quitter les sentiers numériques. J'ai rouvert tous les relevés bancaires de notre deuxième année de mariage. J'ai peigné chaque dépense, transaction, mémo, ligne et construit une ventilation classée. Dépenses familiales, dépenses personnelles, charges suspectes. Lorsque j'ai envoyé cette feuille de calcul à Rebecca, elle m'a envoyé un texto à une ligne. Addison, vous avez fait le travail de 3 analystes financiers supérieurs. Alors que Brandon se décrit comme le mari blessé, j'ai discrètement soumis des preuves au tribunal, des contrats de conseil, des factures d'investissement, des droits de propriété intellectuelle enregistrés en vertu de M. Lane avec preuve que Brandon n'avait jamais contribué un seul dollar ou un actif. Je n'ai pas à plonger dans les médias, mais j'ai contacté le responsable du contenu à la Nouvelle Norme, une plateforme indépendante axée sur les femmes, le mariage et la finance. Je n'ai pas donné d'interview. J'ai envoyé un email. Ligne d'objet, je ne suis pas hors de contrôle. Je le récupère. Les joints étaient 3 pages de mon dossier financier. Pas de nom, mais assez clair pour montrer qui mentait. L'article a été mis en ligne 3 jours plus tard. Pas de nom, pas de photo, mais il s'est répandu rapidement. Dans les commentaires, des centaines de femmes ont partagé des histoires similaires. L'un d'eux a écrit « J'ai été appelé instable aussi, juste parce que j'ai dit que je voulais contrôler mes finances. » J'ai lu tous les commentaires. Je n'ai pas partagé le post, mais je savais que la vérité était de trouver de l'espace pour respirer, et Brandon n'était plus le seul en contrôle du récit. Le procès a commencé par une matinée chaude en juin. L'air de Scottsdale était lourd, mais la salle d'audience était si froide que je devais porter un manteau léger sur mon costume bleu marine. J'ai pris ma place à gauche, le côté de l'intimé, avec ma main doucement placée sur un dossier marqué par des onglets à code couleur. Rebecca était assise à côté de moi, son expression pointue comme verre. Brendan était assis directement à 3 mètres de distance, mais c'était comme un monde entier séparé. Il portait un costume sur mesure gris au charbon de bois, une cravate en soie bleu marine. Son visage était impeccable, ses cheveux tournaient sur le côté. Pour un étranger, il ressemblait à un mari au cœur brisé. Et en effet, lors de la déclaration d'ouverture, son avocat, un homme Silvered à une voix chaleureuse et mesurée, a raconté une histoire complètement différente. Monsieur Carter a toujours priorisé la construction d'une vie et d'une famille.
Lorsque Madame Madison s'est éloignée de sa carrière pour devenir femme au foyer. Il a soutenu toutes les frais de vie, l'éducation, la santé, le développement personnel, et pourtant elle a secrètement lancé une entreprise, dissimulé des actifs et cherche maintenant une division injuste de la succession de Monsieur Carter. Brandon a gardé son visage composé, hochant la tête de temps en temps, me regardant comme si j'étais un étranger lointain, une femme qui a pied ou blâmé. Le juge était Dana Melrose, une femme au milieu de la cinquantaine avec des cheveux grisonnants épinglés bas, connue pour son équité dans les procès de divorce à Ostade. Elle n'a montré aucune émotion, ne s'est pas interrompue, laisse l'équipe de Brandon parler tout au long, puis s'est finalement tournée vers Rebecca. Rebecca n'a pas dit grand-chose. Elle se leva et plaça un dossier épais sur la table en bois. Votre honneur, l'intimé présentera des preuves de réfutation ainsi que la documentation confirmant que les actifs contestés ont été établis entièrement indépendamment au cours du mariage. Le juge Melrose hocha la tête. Je me tenais. Mes jambes ne secouaient pas. Ma voix ne tremblait pas. Votre honneur, je ne nie pas que mon mari a fourni nos frais de subsistance pendant les premières années de notre mariage. Mais je ne suis pas la femme au foyer dépendante qu'il prétend être. Je suis le fondateur de Mlan Financial Advisory, une entreprise enregistrée indépendamment construite à partir de mes revenus personnels et réinvestie au cours des 3 dernières années. Pas un seul dollar de Monsieur Brandon Carter n'a été utilisé pour cette entreprise. Je me suis tourné vers l'assistant de Rebecca et j'ai reçu le dossier. Je soumets 3 années de déclaration fiscale, des relevés bancaires, des contrats de conseil indépendants et des confirmations de paiement de plus de 60 clients des entreprises. Les papiers bruissaient dans toute la pièce, j'ai continué. Je présente également un portefeuille d'investissement détaillé comprenant 12 actions individuelles, 3 ETF et 2 projets de démarrage gérés par le biais d'une entité d'investissement décentralisée sans lien avec le groupe Carter. L'avocat de Brandon a tenté d'interrompre, mais le juge a levé la main pour signaler le silence. Je n'ai pas fini, dis-je, la voix stable. Je soumets des preuves audio et visuelles obtenues via un système de caméra privée installé par moi dans notre maison, prouvant que Monsieur Brandon Carter a apporté sa maîtresse, Mademoiselle Sophie Langlais, dans notre résidence et a clairement déclaré que le maintien du mariage était uniquement pour l'image publique, la confiance des actionnaires et la perception des médias. Maintenir son sang-froid habituel. Cliquez sur son stylo en frappant le sol de la pierre froide. Construit, géré et maintenu indépendamment sans contribution financière du pétitionnaire, ils sont considérés comme un bien séparé. L'avocat de Brandon se tenait, la voix élevée. Votre honneur, notre site n'a reçu aucun préavis concernant ses actifs. Nous demandons du temps supplémentaire à vérifier. Rebecca a répondu calmement. L'intimé a suivi tous les protocoles juridiques concernant la divulgation et nous avons la preuve que le pétitionnaire a déjà été informé et a choisi de l'ignorer. Le juge Melrose a traversé les documents, ses yeux scannant brusquement la silhouette. Elle a fermé le dossier et a regardé directement Brandon. Monsieur Carter, avez-vous quelque chose à dire? Brandon se tenait, son visage était pâle. Je ne savais pas. Elle jamais. C'est exactement le problème. Le juge Melrose a interrompu. Tu n'as jamais su. Et vous avez complètement mal jugé la femme avec laquelle vous viviez. Ce n'est pas la faute de Madame Carter. Je me suis abaissé dans la chaise, laissant finalement le souffle que je tenais depuis que je me tenais. Rebecca a placé sa main sur la mienne et lui a donné une légère pression. Nous savions tous les deux que le silence était terminé, et la vérité avait enfin une voix. 1 an plus tard, je me suis tenu dans les coulisses de Carnegie Hall, tenant un cliquet de diapositive alors que la voix du MC résonnait au-delà du rideau. Veuillez accueillir le fondateur de Clearline, Madison Lan. Je suis entré dans des applaudissements chaleureux. Les lumières dorées ont allumé la scène. Le grand auditorium s'étendait dans l'obscurité devant moi. Des centaines de visages attendent un discours sur les finances. Mais je n'étais pas là pour parler des chiffres. J'étais ici pour parler de quelque chose que je n'avais pas osé non. Liberté. J'étais autrefois l'épouse d'un homme très réussi. J'ai commencé ma voix claire et stable. Aucune note nécessaire. J'ai vécu dans un manoir à 3 étages, organisé une carte de crédit Platinum, apparue sur chaque liste d'invités de charité de luxe à Scottsdale. J'avais tout sauf moi-même. Derrière moi, une photo est apparue à l'écran. Moi à 27 ans, debout à côté de Brandon à un gala. Je portais une robe de la marine profonde, souriant poliment, un sourire parfait. Mais je me suis souvenu de cette nuit-là.
J'ai pleuré seul dans les toilettes après que sa mère m'a appelé des yeux douloureux devant ses amis. On nous apprend que les femmes qui réussissent équilibrent tout. Mais en vérité, on s'attend à ce que nous sacrifions en silence. Moins nos demandes, plus nous devenons acceptables. Je m'arrêtais, regardant le public. Je ne suis pas là pour raconter une histoire sur la victoire du divorce parce que légalement, je n'ai rien gagné. J'ai juste arrêté de perdre. Oh, à moi-même. La diapositive suivante a montré un tableau de ligne d'un premier investissement de $800 dans une start-up de technologie de la santé à aujourd'hui. Un portefeuille d'une valeur de plus de 11 millions de dollars couvrant la fintech, l'éducation et la santé publique. Ce n'est pas une réussite. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin de l'arrière-plan parfait pour commencer. Vous avez juste besoin d'une décision à partir d'aujourd'hui, vous ne remettrez plus votre avenir à quelqu'un d'autre. J'ai parlé de Clearline, l'organisation que j'ai fondée 6 mois après le procès en divorce. Une plateforme gratuite aidant les femmes qui ont laissé contrôler les relations ou les mariages apprennent à budgétiser, à comprendre les droits des actifs et à reconstruire l'indépendance financière. Cela a commencé comme une newsletter hebdomadaire. Maintenant, il compte près de 300 000 abonnés et plus de 20 conseillers d'experts à l'échelle nationale. Nous n'appelons pas les femmes qui ont été blessées. Nous les appelons survivants. Je m'arrêtais, laissant les mots s'installer dans la pièce. Le nom de Brandon n'a jamais été mentionné dans le discours, mais tout le monde le savait. Il est maintenant apparu sur Forbes sous la liste des entrepreneurs tombés par Fire après avoir été surpris en train de falsifier les rapports d'actifs d'entreprise grâce à un dénonciateur introduit accidentellement par David Langlais. La maison qu'il se moquait autrefois car un nom sur le papier a été vendu pour rembourser les investisseurs fraudés. Sophie a disparu des yeux du public. Son avocat a publié une déclaration affirmant qu'elle n'était pas impliquée. J'ai terminé le discours lentement, chaque mot délibéré. Je ne me tiens pas ici aujourd'hui parce que je suis meilleur que quiconque. Je me tiens ici parce que j'ai cessé d'essayer de devenir quelqu'un pour être aimé et j'ai commencé à investir en moi. L'auditorium est resté immobile. Puis vinrent les applaudissements, pas bruyants, mais profonds et soutenus. Les femmes dans les rangées avant se tenaient. J'ai vu une femme aux cheveux argentés pleurer, tenant la main de sa fille, peut-être 20 ans. Ils m'ont hoché la tête en sortant de la scène. La liberté n'est pas un luxe. C'est quelque chose que j'ai dû creuser des cendres d'une vie glamour que je n'ai jamais vraiment vécue. Je raconte mon histoire de ne pas prouver que je suis plus fort que quiconque et de ne pas transformer la douleur en un insigne de victoire. Je le dis parce que je sais que quelqu'un est assis dans une cuisine calme en ce moment, tenant une tasse de thé froide, me demandant, suis-je le seul à se sentir perdu dans ma propre maison? Peut-être que vous n'avez jamais été dans une salle d'audience, mais peut-être que vous avez eu vos sentiments interrogés. Peut-être que vous avez tellement aimé quelqu'un que vous avez oublié comment vous reconnaître s'estompe. Alors dites-moi, avez-vous déjà dû choisir entre le silence réconfortant et une vérité qui fait mal? Avez-vous déjà dû vous éloigner non pas parce que vous le vouliez, mais parce que rester signifiait effacer qui vous êtes? Partagez votre histoire dans les commentaires. Rien n'est trop petit. Personne n'est trop invisible. Parce que chaque femme qui trouve sa voie fait partie d'un changement plus grand que n'importe lequel d'entre nous l'imagine. Si cette histoire a résonné avec vous, suivez la chaîne afin de ne pas manquer le prochain voyage. Des histoires sur la famille, la dignité et la liberté. Pas comme un slogan, mais comme quelque chose.